On va parler autisme maintenant. Cela fait des années que les parents d'enfants autistes manifestent pour obtenir une meilleure prise en charge de cette maladie. Des progrès ont été faits, certes, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. On va le voir avec nos invités ce soir. Cynthia Agoni, bonsoir. Vous êtes présidente de la SBL Infor Autisme. Oui. Ça fait des années déjà que vous limitez pour une meilleure prise en charge de cette maladie. Des progrès ont été faits. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Quelle est l'urgence aujourd'hui pour vous? Alors, l'autisme est un handicap reconnu depuis 2004 et donc ça ne fait pas très longtemps que c'est considéré comme un handicap. Du coup, évidemment, à cause de cette lenteur de la reconnaissance, le premier manque, je dirais, la première carence, c'est celle des interventions précoces, de stimulation. Donc la prise en charge rapide. Rapide après le diagnostic, tout à fait. Alors Guylain Magerotte, bonsoir. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Mons en psychologie et sciences de l'éducation. Cette prise en charge précoce, très rapide, qu'est-ce qu'elle permet d'éviter? Mais je pense que cette prise en charge précoce doit avoir une certaine intensité, parce que c'est un handicap qui perturbe tout le fonctionnement de la famille. Oui, on rappelle que c'est un trouble du comportement qui peut prendre plusieurs formes. Trouble du développement qui se manifeste par des problèmes de communication sociale très importants et par une résistance à tous les changements qui sont dans la vie quotidienne dont d'ailleurs nous ne nous rendons même pas compte. Et donc ce sont les deux caractéristiques essentielles. Et donc ça veut dire que si on prend très tôt en charge cette maladie, on peut vraiment réaliser des progrès importants. Oui. Je pense que la notion de maladie n'est pas la meilleure approche. Vous n'acceptez pas ce terme-là de maladie un médecin peut parler de maladie, mais dès que l'on aborde l'éducation, dès que l'on aborde la vie, c'est plus de l'éducation développementale. Et donc c'est vrai, en fait, historiquement, c'est depuis seulement 87 que l'on a mis l'accent sur l'intensité d'une approche éducative et qui est reconnue maintenant, notamment par la France. Reconnue, mais finalement encore fort peu pratiquée, parce que ça demande une prise en charge importante. Alors c'est vrai que à plusieurs reprises, on vous a fait des promesses, certaines ont été tenues, beaucoup d'autres pas. Vous attendez quoi maintenant concrètement? Nous attendons un vrai déploiement du plan autisme transversal. Donc il existe depuis 2016. Faut-il dire encore que depuis 2014, seulement 2 études nationales ont publié des guides, donc de bonnes recommandations, de bonnes pratiques, dans lesquelles on dit ce qu'il faut faire, dans lesquelles on dit quelles sont les pratiques qu'il faut utiliser. Et nous attendons de ce plan maintenant que ces pratiques soient mises en œuvre. Et pour cela, il faut de la formation. Il faut que les intervenants, déjà les médecins, les éducateurs spécialisés, les psychologues, donc soient déjà formés, reçoivent une formation adéquate dans les universités, dans les écoles supérieures à l'autisme, pour qu'ensuite, lors des prises en charge, elles puissent encore se former aux bonnes pratiques comme le TEACH dans les écoles, la méthode Denver, l'ABA fonctionnel. Oui, là, on n'aura pas le temps d'expliquer, donc effectivement, parce que c'est. Mais effectivement, il y a. Éducatif. Oui, mais il y a une grosse carence dans ce domaine en termes de pédagogie et de connaissance des mécanismes à mettre en place. Je pense qu'effectivement, il reste à l'heure je dirais, un manque de connaissances, un manque de diffusion de ces connaissances à l'heure actuelle. On va parler sans doute de l'école, parce que même au niveau de l'école, il y a des manques de formation très importants au niveau de l'école. Oui. Alors, il y a plusieurs combats que vous menez. Un combat pour créer des structures spécifiques pour la prise en charge de l'autisme. Et puis, il y a un combat aussi pour finalement qu'il y ait une inclusion des élèves autistes dans l'école, on va dire... normal, si je peux l'employer comme ça, à l'école ordinaire. Oui, et donc sur ce plan-là, est-ce que vous avez vu des avancées? Eh bien, quelques avancées, oui, parce que maintenant, on ouvre la possibilité de l'intégration pour les formes d'autisme plus légères, évidemment, mais nous en sommes encore à l'inclusion pédagogique, à savoir que
l'inclusion sociale serait plus intéressante, à savoir qu'on ne doit pas prétendre de tous les élèves les mêmes performances. On devrait pouvoir inclure tous les enfants à l'école avec un programme individualisé qui est basé sur leurs forces, aussi sur leurs difficultés et qui leur permet d'évoluer à leur rythme. Sans ça se fait dans certaines écoles ou c'est quoi? Et c'est sur base d'une bonne volonté ou ça ne se fait pas en Belgique. Ça ne se fait pas en Belgique, en Italie, par exemple. Ça se fait dans d'autres pays. Ça se fait en Suède. Ça se fait en partie aussi au Québec. Mais ça ne se fait pas vraiment en Belgique parce qu'on a encore... on doit performer, on doit répondre à certains critères. Et vous plaidez pour finalement cette inclusion de... Ah, tout à fait. Disons, il y a un paradoxe. Il y a notamment ce pacte pour un enseignement d'excellence, où on parle un tout petit peu des élèves qui sont en situation de handicap, mais je pense qu'il y a un outil qui est mis, qui sont les pôles territoriaux. Ça veut dire qu'il faut penser en termes d'une petite région, de façon à ce que toutes les écoles dites spécialisées existant dans cette région soit au service de toutes les écoles ordinaires qui vont accueillir un enfant en inclusion. Ça, c'est quand même une bonne idée. Elle est, je dirais que dans l'ancien décret, on parlait de l'intégration, mais l'inclusion, c'est la mise à disposition de toutes ces écoles-là. Ça, c'est une révolution, ça. Alors, c'est vrai que pour l'instant, il y a l'enseignement spécialisé. Alors, est-ce que les autistes, ils trouvent leur place ? Ils y trouvent leur place, mais il n'y a pas assez de places, pas assez d'écoles et de classes spécialisées. Si on considère qu'on a environ 12 000 enfants autistes actuellement en âge scolaire, eh bien, il y a la place dans des classes pédagogiques. Donc 12 000, c'est en Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, tout à fait. Et donc, il y a des places pour 900 élèves donc dans les classes à pédagogie adaptée. Donc là, nous avons quand même un petit problème. Tous les autres enfants se retrouvent dans des classes spécialisées, mais non adaptées nécessairement à leurs besoins et où les enseignants ne savent pas trop comment les prendre en charge. Mais ça reste le problème aussi si on les intègre dans l'école ordinaire. C'est la difficulté, si on les insère dans l'école ordinaire, c'est la difficulté de la prise en charge par les enseignants qui vous diront qu'ils ont beaucoup d'autres tâches à effectuer. Oui, mais il y a un décret que l'on attend sur la formation, notamment des enseignants. Pourquoi traîne-t-on tant à mettre en place ce décret? Ça, c'est vraiment, je dirais, une nouveauté, mais on traîne. C'est vrai que ce décret devrait prévoir une sensibilisation, une formation à l'inclusion dès la première année d'études, parce qu'il faut entrer dans cette logique qui est une logique assez différente de l'intégration. On parle toujours d'un changement systémique. Je pense que c'est effectivement un changement du système de l'enseignement. Et pour les personnes qui souffrent d'une forme d'autisme plus profond, vous vous battez également depuis longtemps pour la création de structures particulières alors qui permettent leur prise en charge. Il y a eu des places de créées ou pas du tout? Alors, il y a eu des places créées, bien sûr. Il y a eu la coupole bruxelloise de l'autisme qui a ouvert à Bruxelles avec 15 places. Adultes, Pour les adultes, on parle des adultes, effectivement. Je voudrais quand même dire que c'est un peu un gâchis parce qu'on met un peu de sorte de sparadrap sur des situations qui auraient pu ne pas être aussi graves. Donc, travailler l'enfance et l'adolescence est important pour éviter d'avoir de la grande dépendance à l'âge adulte. Maintenant, il faut quand même s'occuper de ces adultes parce que les parents, moi je suis moi-même parent, ils ne sont pas éternels. Donc un parent veut partir un peu en se disant, voilà, mon enfant sera pris en charge convenablement. Donc ces structures manquent, il y en a quelques-unes, il y a des institutions qui accueillent des personnes avec autisme, mais il faut en créer davantage. Oui, parce que j'imagine que, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous répète, c'est l'argent, c'est l'argent qui manque, Madame Adoni. C'est l'argent qui manque. Et c'est un problème d'argent et de priorités politiques. C'est-à-dire que j'ai encore l'impression que malgré tout ce qu'on a fait depuis 15 ans, encore le politique rechigne à considérer ça comme une priorité. Ce n'est pas un enjeu politique intéressant. Disons les choses comme elles sont. Vous allez jusque-là aujourd'hui, parce que depuis que vous menez ces actions, vous avez été reçu par à peu près tous les ministres et tous les responsables politiques à quelque niveau que ce soit. Les présidents de partis aussi, et on va les revoir encore. Et vous avez l'impression pourtant que vous n'êtes pas encore pris, que le problème n'est pas encore pris
à sa juste valeur. C'est ce que je dis, j'affirme, ce n'est pas un enjeu politique intéressant. Ouais. Vous pensez ça, vous aussi également? Effectivement, ce sont les personnes qui sont, les adultes notamment, qui ont le plus de difficultés à trouver leur place. Ça ne concerne pas d'ailleurs que l'autisme, les personnes dites de grande dépendance, duquel les personnes avec autisme font partie, mais manifestement, c'est une question plus globale de toute la grande dépendance. Oui, et pourtant, hein, on a vu, et il s'agit là, sans doute de formes d'autisme plus légères, qu'on a vu certains employeurs qui étaient assez intéressés dans les nouvelles technologies, par exemple, en disant effectivement, il y a des profils chez les personnes autistes qui nous intéressent. Alors ça, est-ce que ça reste à toute petite échelle ou il y a des possibilités de développement et de création d'emplois importantes? Je pense qu'il y a des possibilités tout simplement parce qu'aujourd'hui, ces personnes se font entendre. Donc, elles sortent de leur maison, elles sortent de leur isolement et disent « nous existons aussi ». Donc, prenez-nous en considération. Donc, il y a des mouvements de personnes autistes qui se mettent en place. Et nous avons des richesses, nous avons des capacités, nous avons beaucoup de possibilités. Simplement, on a besoin de soutien. Ces personnes-là sont complètement oubliées pour le moment aussi. Oui. Évidemment, on met et donc, c'est une toute petite partie pour l'instant qui peut s'insérer sur le marché de l'emploi. Mais je dirais que c'est une toute petite partie, oui et non. Maintenant, je pense que même des personnes qui ont un autisme plus sévère, si on règle la question des troubles du comportement, qu'on parvient à bien communiquer avec eux, même des personnes non verbales, pourraient être insérées dans certains types de jobs, de boulot. Hein, donc, pourraient très bien aussi aider la société et avoir parce qu'ils développent effectivement certaines capacités. Tout à fait. Oui, oui. Mais je reviens sur la question de la formation. Oui. On parle de la formation complémentaire, mais on devrait aussi s'intéresser sur la formation de base à l'université. Qu'est-ce que l'université offre aux psychologues ou aux pédagogues à l'université, mais également dans toutes les hautes écoles, en termes de formation de base. Parce qu'il y a des programmes de formation complémentaires, il y en a plusieurs en Belgique, mais c'est vraiment un point majeur. Ça. Mais merci en tout cas pour toutes ces explications. On imagine que le combat, on l'a compris, vous le continuez.